a gagné toi, personnellement, on avait dit bibia, le bidinto. Le bidinto, juju. Et me gomeni beroko. Ni sode ya, Rafa Ferdinand Bonere kure mesha mina minyanti. Que mi ato globena yo a se revendiquer. Ne mi ame droit. Faut sonner mi congé, mais on est gba. Allô, allô, monsieur Énergie 14 personnes. Ah, oh, et nous, appelle-nous à couper. Trop bon, il y a trop de dit, coucou, trop de questions à dire. Ça coupe. Ton réseau, c'est un peu là. Voilà. Ok, il faut plus bouger là. Vas-y. Le globe n'avait ni sordé à. Donc, vous avez conditions, mais le domaine tia. Mais à mon connaît, il y a un ciel de domaine. Mi globe n'a eu de direction. Et il y avait un problème là. Que mi ve glonyanawa. Où les tatimia pour 74 personnes. Le domaine. Fait faire le domaine, mise en ande de puce. Ni mon yan kenti ou le nyamiro. Ou bien ramasser, ou bien ramasser puce. Mi be ao. Mi mon bébé mi ma odo. Mi le bionde. Mi mon le bébé mi odo. Si bébé au demi tout le pas mais. Et mi le pas mon noir. Mi a mi sojo, mi a fofo, mi a novio, ou yo sojo ova le dagaz, va le pomi le pas mon. Quand on a bien dans FM, mais journaliste au va. Justement, on a été blessé. Même présentement, que mon filles présentement, de quelqu'un sont y a fou il faut de 6 mois. Mais mon la pour mes 3 mois, il y a et 10 000 balles que bio échographique et ma cloche, il y avait le condia, il y a monté pour le haut. Bah, il y a les bleus, les dormir les boba. Je vais au boulot pour quel but? But qu'un petit dormir. Le pays va très mal. Très mal. Sincèrement, fia que mon là, 8 filles va appeler ça, qu'un boîtier va dire, il n'y avait pas à dire, là, on y a un ami. N'imbe la veille que mi l'on mi dirigeant alors mi au gouvernement les toji ko suivre na mi de près de tout garer no pour sous-traitance mais bon ami quoi c'est dur quoi très dur après ils arrivent. Malheureusement il n'a pas tort et c'est la triste réalité, mais nos militaires, nos frères en armes qu'on envoie pour réprimer leurs propres frères qui revendiquent leurs droits. Ils ne font pas carrière dans l'armée jusqu'à 60 ans, 70 ans. Aujourd'hui, vous allez voir que la plupart des agents de sécurité des sociétés de gardiennage, ils sont des militaires à la retraite. C'est des gens qui partent à la retraite à 45 ans, 48 ans, 50 ans, s'ils n'ont pas trop évolué dans l'armée, et qui sont recrutés aujourd'hui comme des agents de sécurité par des sociétés de sécurité que leurs propres supérieurs créent. Moi, j'en ai reçu chez moi. Quand j'avais eu des problèmes, il y a eu de la sécurité chez moi, financée par des partenaires. J'ai reçu des militaires qui sont 48 ans, à la retraite, et qui est payé à 150 000 francs, mais on lui remettait 70 000 francs. Donc, c'est des gens qui sont partis à la retraite et qui gagnaient peut-être 30 000 ou 32 000, peut-être parfois moins. Donc, eux aussi doivent comprendre que quand leurs frères sont quelque part, ils revendiquent leurs droits ou font l'objet de licenciement et qu'ils font des mouvements, quand on les envoie pour aller les taper, il faut qu'ils réfléchissent, il faut qu'ils fassent un peu preuve d'humanité à l'égard de leurs frères. Parce qu'aujourd'hui au Togo, il suffit qu'un opérateur économique appelle un ministre, que le ministre appelle le directeur de la gendarmerie ou c'est pas la police, c'est pas qui, qu'on envoie des gens pour réprimer les employés. C'est pas normal. Mianto miabe djumemili quoi. Moule normal be nous on joro mianti le mianto miabe djumeo. Alors mianto miano vio, ola no lemi, ano zimi de tout. Les mianto miabe djume au profit des étrangers. Oma yi ganame. Ola yi même Bénin me les filles, yi béninois il a des problèmes quoi mais ola zi béninois de me à protéger à Medjuro. Mais possible. Tout ko nous le. Ganame anto yam le possible. Nigeria c'est encore pire. On to wela si je le djame. Djume tonto wela bola hom ko kin la siwa anigba au plein de quoi couple de djame la wela siwo. Mais Togo il suffit bien maintenant 50 000 les commissariats ni non et Togo vibe nya djochan. Faut voir que les fonds n'ont via qu'ils sont dans les fonds et là mais pour faire plaisir à l'étranger. Cette mentalité aussi, il faut qu'on la sorte de la tête des Togolais. C'est pas bon.
Nous sommes et vanabina amejurova horusi le miasi le mianto miabe jume. Olo onde pipi bakumi no yi société on mais sames on couton et asivito be société et nous en Libanais on va plus sur extra GB nous amoko ça na matériel de construction couton que fi que mien on vion dona batele couton on maltraité na pour na tomber na mo le fou violer na nyon va me pipi prendre ya pipi na ori. On me doit laver se plaindre la Philippe pourri. Mais la TV ouais moi le Liban, mais la TV ouais le Syria. Mais la TV, ouais, la filia. Mais la TV doit adjoindre le Liban, allo Syria. Mais c'est possible. Donc, il nous faut revenir aux fondamentaux de notre pays, le patriotisme. Protéger nos propres frères contre les étrangers. Et bien, tous les pays sont en train de faire le protectionnisme. Mais et on a protectionnisme, on a nationalisme. C'est ce que Trump est en train de faire. On l'insulte, mais il protège ses citoyens. Il protège ses citoyens. Ghana, fifi, no jaso business, c'est le Ghana. On l'a obligé au Ghana. Ghana, on l'a prendre action, à Djouame, forcément. Ghana, on l'a action, la Djouame. On t'a été sur Gava, on l'a obligé, on l'a tchakou Ghana, ok, mais il a droit à Djouame. Mais Togo, à Mova, le Togo, on l'exploite, Togo vieux, on les des gâteaux, les Djouame. Amérique, comme les blancs, il y a des peu, non. N'imiabe du ploto, allo, ministre, c'est fini. C'est fini. Donc, monsieur Énergie Jules, Mbadou Jenny Bava Konao, Miano Dogbera, et Mia Hlon, et Miano Dogbera, Voama Obe, et Wami Vomiantoya Okpetea. Donc, il faut qu'on se batte pour plus de justice dans notre pays. Ce n'est pas forcément une question d'être président ou d'avoir le pouvoir. Non, il faut se battre pour qu'il y ait l'état de droit. L'état de droit, c'est pas forcément les questions d'élection, tout ça. L'état de droit, c'est un état où, ni Amérita Foua, nous, justice, ou Atendo Kodjo, de façon juste, ni Adou raison. C'est ça la réalité. Et bien, nous, au problème, nous, Kodjo, nous, Kodjo européen, peut-être, on s'en garde un juge à la transition, on tente de voler à l'homme, va, à pour Nyadjo. Ça, Bouri. Grand prophète, je m'excuse. Les miens mais Kenya joie émire c'est de travail. Et nous, tribunal de travail. Tribunal de travail, inspecteur du travail. Inspecteur du tribunal. Inspecteur du travail. Inspecteur du travail. Oh, ils sont quoi? C'est le plus corrompu de la République. Et jusqu'à présent, tout le monde est resté là. Nous qu'on avait prud'homme les filles, qui instance les qui employeurs au Batavonana. Prud'homme. Les gars, vous blaguez, hein? Grand frère. Et tout le monde c'est le Togo. C'est le Togo qui souffre beaucoup. Même si je vais mourir aujourd'hui là, Togo viole le Bayaounou. Togo viole le Bayaounou que on toque les dirigeants, on met famille que de caractère témoin le Togo. Mais au blême, mon connaît, il y a du vieux, au blême d'arriver à me défier. Grand frère Grand frère Énergie au Blonzaré avait ils sont rien échographie et oh et bima mais quelqu'un parce qu'il a il disait qu'il était trop énervé, sa nervosité était au pic. Peut-être c'est parce que apparemment il y a un zozo qui a dit la dernière fois que l'échographie est gratuite au Togo, donc on voulait lui demander de nous confirmer si quand il a été faire l'échographie, si ça a été gratuit pour lui. Okay. Donc, rien n'est gratuit au Togo. Vous voulez aller dans le même sens que lui. Et effectivement, ce qu'il disait, c'est grave. Bon, j'étais recruté par une société de la place. Et comme manœuvre, ils nous avaient fait un contrat de 3 mois. On finit les 3 mois, ils renouvellent. Mais ce qui est écœurant, ils vont attendre quand tu tombes dans le 3e mois avant qu'ils ne te payent. Et cela a poussé ma curiosité. Bon, j'ai consulté mes collaborateurs, bien mes collègues. Et bon, on s'est concerté, on a dit, bon, est-ce que dans ça, on va s'en sortir? Puisque ce n'était pas Lomé, c'était à l'intérieur du pays.
Et ainsi faisant, on a vu notre chef que ça va venir, lui aussi là, essayer d'appeler, de contacter un chef aussi de même niveau que lui, que chez lui aussi c'est la même chose. Et on continue comme ça. Les 3 premiers mois sont finis, ils ont renouvelé pour 3 mois encore. Pareil. Et bon, moi j'ai déjà compris le système et on a vu un autre chef. Bon, puis on gérait 2 préfectures. Un autre chef dans l'autre préfecture qui nous fait savoir que, à vrai dire, il y a quelqu'un dans le réseau qui gère l'argent parce que personne ne peut pas travailler et en 3e mois avant qu'on ne lui paie pour 1 mois. Donc ça veut dire que parmi eux les boss, celui qui est normalement qui devrait autoriser la sortie de l'argent avant que ça ne nous parvienne, sûrement qu'il est en train de faire avec. Puisque moi j'ai déjà détecté ça. Et souvent quand on se concerte, on parle leur népotisme et autres a fait qu'il y a un élément parmi nous, comme lui qui est le chef d'équipe, il a tendance à aller vendre la mèche que c'est telle personne. Je dis, bon, moi je n'ai pas froid aux yeux, tu peux aller dire que c'est moi, je m'en fous. Puisque moi j'ai quitté Lomé, aller les rejoindre là-bas, ils sont dans le milieu là-bas. Donc, et Dieu merci, mon chef aussi, bon, vu mon niveau, il sait que, bon, d'abord, au fait, le plus capé, après lui, c'était moi. Donc, lui, d'ailleurs, quand on discute, il sait comment me parler et autres. Et lui-même, il trouve que c'est aberrant, la situation que nous vivons et autres. On continue, bon, jusqu'à ce que 11 mois, dernier contrat, au lieu que ça soit 3 mois, puis ils savent que si ça faisait 1 an, ils sont obligés de nous faire au moins un contrat CDD. Là, ils ont tout fait pour que ça fasse 11 mois. On a fait 2 mois et puis, on ne nous a même pas averti. On a travaillé 2 mois, sont finis. Avant que le contrat n'arrive, ils ont ajouté un dernier contrat de 2 mois. Donc, et on n'a qu'à rester à la maison et ils vont nous appeler. Bon, comment ça fonctionne là-bas? C'est un travail où on t'appelle au téléphone. Tu es où? C'est telle société qui te recrute pour un contrat de manœuvrage dans tel milieu. Tu viens, tu fais. C'est-à-dire, c'est le népotisme, c'est-à-dire, cette société ne recrute jamais par, je ne sais pas comment ils le font quand même. C'est comme ça. Et c'est ce qui fait que les gens ont souvent peur pour sortir dénoncer les choses. Mais nous d'autres, on a frayé les choses tellement qu'on n'a plus peur, on n'a plus froid aux yeux. Donc, ainsi faisant, on a gardé une seule personne parmi nous où tout le monde disait que si il faut garder, ça devait être moi, mais bizarrement, on a laissé, on était 5, on nous a tous laissé, les 4, et il restait la seule personne. Tout le monde se gesticulait à autre. Bon, je me suis dit que peut-être, vu ma posture de réclamer les choses et autres, peut-être ça a aidé le chef. Parce que moi, je fouinais partout, quoi. Je ne lui laissais pas le... Parce que je dis, c'est pas normal qu'une personne, eux-mêmes qui sont des chefs, est-ce qu'ils mangent avant de venir au bureau? Eux, ils sont dans les bureaux. Or, nous, on va au chantier pour faire des travaux énergétiques et on ne nous paie pas. Si eux qui sont dans les bureaux climés, ils arrivent à manger avant de travailler, qu'en est-il de nous qui dépensions énergétiquement? Donc, bref, c'est ce que nous vivons dans le pays. Et toi qui veux parler, on te repère et on t'écarte pour laisser les gens, selon eux, que tu vas les contaminer. J'aimerais savoir, contaminer comment? Vous faites des choses qui ne sont pas, c'est-à-dire, qui n'est pas faisable. Il faut de l'impossibilité. Et quand les gens trouvent, dénoncent, veulent corriger, vous trouvez que c'est eux plutôt qui veulent contaminer les autres. Donc c'est le pays dans lequel nous vivons, puisqu'il avait dit ça avant. Et tu n'as pas le... C'était bon, si j'étais dans le CDD, je saurais comment faire. D'ailleurs, peut-être ils n'allaient même pas faire l'erreur là, parce qu'ils savent que celui-là, ils peuvent toutefois, même si on le laissait, ils vont payer mes droits, puisque je connais très bien. Mais le manœuvre, il n'y a pas un truc comme ça, c'est vrai, on a mis le contrat, ou sur la même copie, il y a 5 noms, vous signez un. Ce n'est pas un contrat individuel où tu peux voir, voilà, où tu peux voir le boss et discuter des clauses de ce que tu vas faire. Vous voyez, donc, c'est à peu près ce que nous vivons dans le pays. Donc, c'est ça. On vous fait signer des contrats avec 5 noms. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, ça. Attends. Grand frère Ferdinand, tout à l'heure, tu as dit que les syndicats n'existaient quasiment plus. Mais où se trouvent les syndicats quand il y a des choses comme ça qui se passent là? Comme Roubedio vient de nous dire. Mais il y a qu'est-ce qu'ils font? Mais s'il y a des syndicats, vous devez les écouter. Observez un peu la scène
la scène au Togo, il y a plus de syndicats qui lèvent la voix. Dans tous les domaines. Mais tous les centrales syndicales sont totalement... ils ne prennent plus la parole. Mais ils existent pour des cotisations. Ouais. Ça, non, ils existent pour voyager à Genève, pour les activités du BIT. Ils sont là-bas, ils prennent des frais de mission. Mais pour défendre les travailleurs, mais il n'existe plus de syndicats au Togo. Dans tous les domaines, pratiquement. Il y a quelques syndicats de base qui sont actifs. Mais les centrales syndicales, mais ils sont totalement en mode, je sais pas, l'encéphalogramme de ces syndicats, c'est plat, hein. C'est totalement plat. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait des syndicats au Togo et qu'il y ait des ouvriers ou des travailleurs qui sont dans une situation de misère, de difficulté. C'est pas possible. C'est pas possible parce que ce travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, qui consiste à sortir des rapports, à sortir les revenus de certaines sociétés d'État et à faire la comparaison avec la loi des finances, c'est les syndicats qui devaient le faire et demander à l'État d'augmenter les salaires des travailleurs. C'est le travail des syndicats. Parce que le gouvernement ne peut pas venir dire aux syndicats, il n'y a pas d'argent. On a des difficultés. Les syndicats, eux, ils sont censés avoir des informations sur les recettes de l'État et confronter le gouvernement en disant, mais écoutez, le port seul vous envoie 1300 milliards par an. La SNPT vous envoie autant d'argent. Le clinquer et la douane, tous les services vous envoient autant d'argent. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour augmenter les salaires, pour augmenter le SMIC, pour payer les assurances. Aujourd'hui, il y a le problème de AMU. Qui en parle? Le problème d'AMU aujourd'hui, personne n'en parle. Et pourtant, l'AMU aujourd'hui, même si c'est une bonne initiative, mais la mise en place de l'AMU, le processus de mise en place de l'AMU a tellement de difficultés. Aucun syndicaliste ne dit rien. Tous les travailleurs se débrouillent avec leur AMU. Si tu as un problème, tu te débrouilles seul. Aucun syndicat n'a sorti un communiqué pour dénoncer le processus difficile de AMU aujourd'hui. Pareil pour l'INAM. Donc c'est un constat que tout le monde peut faire, que les syndicats au Togo n'existent que de nom, ils ne sont que seulement sur les papiers. Ils défendent même plus les travailleurs. On a l'impression que ceux qui sont à la tête des syndicats sont devenus des bourgeois. C'est grave, mais dans ce cas, comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème? Parce que là, on appelle les travailleurs à se lever eux-mêmes, à faire des actions eux-mêmes. Monsieur Guitry, un instant, je signifie. Monsieur Guitry, un instant. Je signifie. Ah, ok. S'il vous plaît, les gars, soyons disciplinés, s'il vous plaît. On va parler chacun un à un. Dans ce cas, quelle est la solution, grand frère? Comment est-ce qu'on peut faire pour remobiliser tous ces salariés, tous ces travailleurs qui, manifestement, en nombre, sont de plus en plus nombreux maintenant? Moi j'ai lancé un appel aux travailleurs qui sont délaissés, et surtout ceux qui ont encore des syndicats de base, parce que les centrales syndicales sont une composition des syndicats de base. Donc, les syndicats de base qui sont encore dynamiques, moi je leur ai demandé, mais provoquez des AG dans les centrales. Évincez vos dirigeants corrompus, prenez leur place. Il faut une révolution à l'interne même des syndicats, des centrales syndicales. Il faut une révolution à l'interne des centrales syndicales. Même dans les syndicats de base, si vous avez un dirigeant, un secrétaire général, que vous soupçonnez qu'il est corrompu, faites une assemblée générale, destituez-le, mettez un autre à sa place, qui lutte pour vos intérêts. C'est comme ça qu'on va reprendre le contrôle des structures et des centrales syndicales. Aujourd'hui, la plupart des responsables des centrales syndicales et de quelques syndicats intermédiaires, ils attendent les réunions de Genève pour partir, le BIT, les conférences, les ateliers de formation où ils ont des primes. C'est tout. C'est tout. Je voulais apporter une solution à la question que vous avez demandé, vous avez posée. Vous voyez, avant que cela puisse marcher, c'est le soulèvement. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. On va y aller un à un, doucement les gars. Hein? Donc là, normalement, les syndicats, le rôle des syndicats, le premier rôle des syndicats, c'est de défendre les droits des travailleurs. D'accord? Et nous sommes en train de rendre compte, voilà, on a des syndicats de base et puis des centrales syndicales qui ne font pas leur travail. Maintenant, s'ils ne le font pas, on appelle les salariés à se mobiliser eux-mêmes directement. C'est la solution que préconise notre grand frère.
Donc voilà, doucement, on va y aller doucement les gars. Maintenant, apportez vos contributions à cette solution. On va commencer par Roubedjou, vas-y, rapidement, parce qu'après il y a du monde, s'il te plaît, en bas. Merci beaucoup. Et ce que je disais, que c'est par soulèvement populaire, c'est-à-dire le peuple doit prendre ça destiné en main, puisque tous ceux qui sont recrutés dans tous les secteurs au Togo, c'est pas népotisme. Je connais quelqu'un, et ce qui fait que tous ceux qui sont aussi dans les syndicats, dans les centrales syndicaux ou bien quoi et autres là, tout le monde a été recruté de la même façon. Donc personne n'a pas, c'est la même chose qui se passe dans l'armée. Comme si quelqu'un parlait, on l'enlève. C'est la même chose, ce qui fait que nul n'a le courage de pouvoir même, il y a des gens même qui sont prêts à vendre leurs collègues, puisque là où j'avais, la structure dans laquelle j'avais travaillé, la même année, il y avait même un agent plein qui a été licencié et que personne n'a pu défendre sa cause. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est parce que chacun est recruté de la même façon et toi tu vois aussi ta femme, tes enfants, tu dis ah, je lève le petit doigt puisque c'est comme ça ils ont organisé. Donc la seule solution, c'est que tout le monde, que tu sois salarié, que tu sois fonctionnaire dans n'importe quel secteur, on doit faire ce soulèvement populaire pour construire un Togo nouveau. Sinon, ceux à qui on est en train de parler, ils écoutent, hein, ils ont envie, mais si hasard, parce qu'ils sont habilités, ils sont experts dans ces pratiques. Ils savent comment faire pour faire chose. Donc, soit le peuple décide, on sort ensemble, on finit une fois pour de bon, et on reconstruit un Togo nouveau. Merci. Très bien, merci. Donc, de toute façon, il faut se mobiliser. Et quand vous voyez quelqu'un, enfin, des groupes se mobiliser, il faut les soutenir. Moi, c'est ce que je voudrais dire. Soutenez-les, ne les laissez pas seuls dans leur mobilisation. C'est très important. Orlax, est-ce que vous avez une question? Orlax, vous pouvez démuter pour poser votre question, s'il vous plaît. D'accord, merci. Oui, je suis là. Merci à tous les grands frères, merci à M. Ferdinand, grand homme d'État. Je suis toujours à l'écoute. Dès le début, j'écoutais tout ce que vous êtes en train de dire. Bon, moi, je voulais revenir par rapport au niveau de l'entrepreneuriat. Moi, je suis un entrepreneur et ce n'est pas facile pour les entrepreneurs au Togo. Je me demande quelle solution exactement peut nous proposer, nous les entrepreneurs, parce que nous savons que pour entreprendre, c'est de l'argent. Pour octroyer les prêts, c'est problème. Partout, c'est bloqué. Pour avoir des marchés, même, c'est problème en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour les entrepreneurs? Est-ce qu'il faut que tout le monde quitte le pays pour aller se chercher ailleurs? C'est la seule solution. Ce n'est pas la solution. Monsieur Obilax, les niches fiscales, ceux qui s'occupent des impôts, ceux qui vous mettent à terre, ceux qui font que vous n'arrivez plus à emprunter, c'est ceux-là qui gouvernent le pays. Vous devez vous révolter contre eux. C'est la seule manière de changer les choses. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous ne pouvez pas faire les choses autrement. Moi, j'ai retourné la chose dans tous les sens. Vous ne pouvez rien faire contre eux, sauf la révolution. Les bloquer dans leur élan, les bloquer économiquement, et vous verrez. Et mon frère qui a posé la question, et comment vous pouvez comprendre que vous êtes un entrepreneur, c'est le secteur privé qui produit la richesse. Comment se fait-il qu'au Togo, ce sont les fonctionnaires qui sont plus riches que les entrepreneurs? Et particulièrement les fonctionnaires de l'hôtellerie et des douanes, qui sont des millionnaires, certains qui se disent même qu'ils sont milliardaires, qui achètent des maisons au Canada, aux États-Unis, en Turquie, à Dubaï, en France. Pendant que l'entrepreneur, il n'a pas l'argent. Tout ça, c'est le système de corruption qui est mis en place et qui permet aux fonctionnaires de s'enrichir sur le dos des entrepreneurs. Ça dit que c'est le monde à l'envers qui se passe au Togo. C'est l'entrepreneur qui crée la richesse, c'est l'opérateur économique qui crée la richesse, mais le fonctionnaire des impôts ou des douanes, il est chargé de percevoir des taxes. Lui devient millionnaire et l'entrepreneur est pauvre. L'entrepreneur est obligé de fermer sa société. Vous savez que les inspecteurs des impôts ou les gens qui sont dans les impôts là, parfois, ils se parlent entre eux et disent, bon, on va fermer, il ne se passera rien. Le gars là, il ne veut pas nous donner l'argent, on va fermer sa société. Les gens disent entre eux, en rigolant, dans les bars, dans les hôtels. Parce qu'ils baignent dans l'impunité, ils s'enrichissent sur le dos des travailleurs. C'est ça ce qui se passe au Togo. Et donc, aujourd'hui,
Il y a même ce qu'on appelle le ciblage par, je ne dirais pas par faciès, mais parce que votre coloration politique n'est pas tellement proche de la couleur bleue, mais vous faites des affaires, on n'arrive pas à vous contrôler, on ne sait pas qui vous êtes, on vient vous faire un redressement fiscal pour vous couler. Tout est politique au Togo. Tout est politique au Togo. Il y a des gens, des naïfs qu'on est venu tromper dans la diaspora, dit bon, on a ouvert les vannes, vous pouvez rentrer au Togo, entreprendre. Les gens sont arrivés au Togo, ils ont refermé, ils sont repartis. Les gens sont repartis. C'est ça la triste réalité. Donc, tant qu'on ne va pas stopper cette volonté de quelques individus qui sont dans l'administration de s'enrichir en lieu et place de ceux qui doivent créer la richesse, le pays ne peut pas avancer. Mais les gens se sont trompés, on dirait que les gens se sont trompés de vocation. Si tu veux être riche, il faut aller au grand marché, il faut aller au centre commercial. Mais si tu es dans l'administration, tu n'es pas dans l'administration pour être riche. C'est ça la triste réalité. Aujourd'hui, ceux qui sont riches sont dans l'administration, ceux qui doivent créer la richesse sont en train d'être appauvris. C'est ça. Et c'est comme ça que le système fonctionne malheureusement. Donc voilà, hein, Orlax, c'est... Voilà, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Ceux qui décident, ceux qui créent les conditions favorables pour l'entrepreneuriat, l'économie, ce sont les décideurs. Donc, s'ils ne partent pas, l'entrepreneuriat, vous allez toujours souffrir. Donc, il faut faire en sorte qu'ils changent, enfin, qu'ils partent, quoi. Qu'il y ait d'autres personnes qui soient plus conscients, qui soient plus patriotes, plus nationalistes, qui arrivent au pouvoir. Sinon, si on reste dans ce paradigme-là, il n'y aura pas de solution pour les entrepreneurs togolais de sitôt. Hein. Donc voilà, je ne fais que répéter ce que le grand frère a dit. Ok, Orlax, tu as quelque chose à rajouter? Et sinon, on passe la parole à quelqu'un d'autre. Bon. Oui, c'est bon, j'ai écouté. Merci au grand frère, merci à tout ce que vous êtes en train de faire pour la jeunesse togolaise. Merci. D'accord, merci beaucoup. Ok, la parole est à Eddie Black. Eddie Black, tu as une question à poser. Là, on est à l'heure des questions, s'il vous plaît. Posez des questions, tac, tac, précises, et on va... Allez-y. Ok, merci. Ma question va être retournée sur les histoires de UTB et de Scouk. Le Togo First, le rapport que Togo First, ou bien la publication que Togo First a faite par rapport à l'UTB, les 31 milliards pour lesquels le Togo a racheté le bâtiment, les sièges de l'UTB. J'aimerais demander à Ferdinand si il sait à qui a reçu les 31 milliards et peut-être les 12,6 milliards, s'il a un peu plus d'informations sur qui a aussi avancé les 12,6 milliards qui sont dans le report. Et pour en ajouter aussi, avec le SCOOC, est-ce que le rachat des actifs qui ont été utilisés pour garantir le SCOOC, est-ce que ça voudrait dire que quand tu rachètes ce bâtiment, ou bien, ils avaient 12 bâtiments, si tu rachètes un, ça voudrait dire que la somme restante est diminuée sur les scoops là. Si tu as ces informations, j'apprécierais beaucoup les réponses. Ok, frère, je n'en sais pas beaucoup et je ne peux pas vous dire clairement qui a encaissé l'argent ou qui a racheté. Mais la seule chose que je peux dire avec certitude, c'est que en rachetant cet immeuble-là, c'est avec l'argent du contribuable et donc c'est sorti de la poche de nous tous. Mais quelle est la question fondamentale qu'il faut se poser? Quelle est l'urgence de racheter l'immeuble alors que le SCOOC prend fin l'année prochaine? Le SCOOC a commencé en 2016, c'est ça, Ditri? Oui. Le SCOOC a commencé en 2016
Elle devait s'étaler sur 10 ans, je pense. Ouais, ils ont quatre nouveaux paiements à faire. Et puis, voilà. Il ne leur reste que 4 nouveaux paiements à faire parce qu'ils payent chaque 17 février, 17 août, 17 février, 17 août. Il ne leur reste que 4 paiements à faire. Alors, quelle est l'urgence qui les pousse à racheter le bâtiment dont la valeur était de 12 milliards, aujourd'hui à 31 milliards? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi ils n'ont pas communiqué? Normalement, avant de mettre ces bâtiments dans ce projet de Scouk, ils devaient ne serait-ce qu'avoir un débat au Parlement. Dire aux députés que bon, le pays a des difficultés, nous n'avons pas d'argent, on cherche 150 milliards et qu'on va mettre des bâtiments en garantie pour prendre 150 milliards. Mais quand vous voyez bien le tableau, l'ensemble des bâtiments qu'ils ont mis en garantie font 200 milliards. Ils mettent 200 milliards en garantie pour prendre 150 milliards. Maintenant, ils ont payé, il leur reste 4 échéances et ils débloquent 31 milliards pour racheter un immeuble qui valait 12 milliards, mais dont même la banque islamiste a perçu les loyers pendant 9 ans. Parce que l'UTB n'est pas resté dans le bâtiment gratos, ils ont payé le loyer. L'OTR n'est pas dans ces bâtiments gratos, ils payent le loyer. Donc, c'est une manœuvre que moi, je ne comprends pas. Peut-être que d'autres peuvent assimiler, comprendre cette manœuvre-là. Moi, je ne comprends pas cette manœuvre. Et je me pose des questions. Voilà. Et à la fin, à quoi ont servi les 150 milliards qu'ils ont pris dans ce scoop-là? Ils ont fait quoi avec ça? Ils ont fait quoi avec ça? Les 150 milliards, ils ont fait quoi avec ça? Et pourquoi il n'y a pas eu un débat, au moins à l'Assemblée? Parce que l'Assemblée nationale, qu'elle soit monocolore, je ne sais pas quoi, même s'ils font une parodie de débat, c'est elle qui vote les lois et c'est elle qui contrôle l'action du gouvernement. On devait quand même dire aux députés, écoutez, on a des difficultés et nous voulons céder quelques bâtiments pour prendre de l'argent. Dans les pays développés, ça se fait parfois. Si on veut vendre un patrimoine, mais il y a un débat qui se fait. En France, quand on veut céder certains châteaux, il y a un débat qui se fait autour. Si c'est la propriété de l'État, pourquoi on veut le céder? Est-ce que nous-mêmes, on n'a pas les moyens de l'entretenir? Quand les Qataris ont acheté les hôtels particuliers en France, il y a eu des débats autour de tout ça. Mais chez nous, il n'y a aucun débat. On apprend du jour au lendemain qu'on a pris des bâtiments pour aller prendre de l'argent. Et ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que le garage central n'a même pas de titre foncier. Je ne sais pas s'il a un titre foncier qu'ils ont caché, mais sur les 12 immeubles qu'ils ont mis, le garage central n'a pas de titre foncier. C'est quand même bizarre. Donc voilà moi la contribution que je peux apporter à votre question. Peut-être que Milawe ou Djitri peuvent aller plus loin. Moi, c'est ce que je me pose la même question. Je ne comprends pas pourquoi ils débloquent 31 milliards pour acheter un immeuble à 4 échéances de la fin du scoop. Je ne comprends pas. Oui, non, mais on n'a pas plus d'informations que toi. Hein. Effectivement, c'est beaucoup d'interrogations. D'ailleurs, Eddie Black, quand tu lis l'article de Togo First, tu vas voir qu'il y a beaucoup de lacunes. On ne nous dit pas tout. Ouais. Donc, tu vas toi-même voir que celui qui a perçu les 31 milliards, on ne sait pas qui c'est. D'accord? On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, IB Bank a été, on a racheté l'immeuble de IB Bank alors que IB Bank est une banque privée désormais. Pourquoi est-ce que l'État va renflouer une banque privée, d'accord, qui est sortie du patrimoine de l'État? Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors, en général, quand on rachète un prêt en cours, c'est parce qu'on prévoit faire une autre opération de prêt. Sur l'immeuble, voilà, avec le même immeuble. Voilà. Avec le même immeuble. En général, c'est ce qui se passe. Mais là, le problème, c'est que ça nous est complètement désavantagé parce que on a mis cet immeuble-là en garantie pour une valeur de 12 milliards. Et là, pour pouvoir la racheter, on est obligé de payer 3 fois le prix, donc 31 milliards. Donc, oui, pour pouvoir le sortir de là. Le prêt qu'ils vont, c'est grave. Le prêt qu'ils vont faire ensuite va être un peu plus, plus alléchant. Donc, ils sont obligés de le survaluer pour pouvoir rentrer dans les conditions de l'autre prêt. C'est ça. Donc, c'est grave. Donc, c'est grave. Mais tout ça, ce sont des hypothèses. Eddie Black, tout ça, ce sont des hypothèses. Nous n'avons pas les informations précises sur ça, comme l'a dit le frère Ferdinand tout à l'heure. Ce sont des hypothèses, voilà, qu'on déduit de ce qui se passe. Exactement.
Normalement, le ministre des Finances devait prendre la parole pour expliquer aux Togolais pourquoi cette manœuvre. Il devait prendre la parole. Je voudrais ajouter que souvent, ce genre de manœuvre, c'est pour pouvoir convertir des assets qui sont plus ou moins immobiles en cash ou bien je sais pas en français, je dirais que ouais, c'est pour pouvoir convertir des assets en cash, mais ce cas vraiment, ça me fait tourner la tête. Ils l'ont déjà fait, ils ont fait déjà ces biens immobiliers, ils ont déjà pris 150 milliards pour ces 12 biens immobiliers. Donc, on aimerait bien comprendre ce qu'ils ont fait avec ce cash. C'est ça le souci surtout. Avec les 31 milliards aussi, je pense que c'est ce qu'ils maintenant la banque, leur revenu, ou bien le siège de leur revenu, maintenant ils vont reconvertir ce siège encore en cash. Sur les marchés. Ils vont c'est ce qui se voilà, ils vont emprunter de l'argent. Voilà, mais c'est grave, c'est grave. Ouais, donc grave, c'est très grave. Et tout ça, ce sont des biens publics. Ce sont des biens publics, il faut le savoir, ce sont des biens publics. Ok. Une autre question. Alors, qui est-ce qui est monté? Ou bien on prend Kassongo. Kassongo, si tu as une question, vas-y. Oui, oui. Premièrement, Monsieur Ditrémy, comme vous êtes des économistes, je vais vous poser cette question avant d'attaquer Monsieur Ferdinand. Je ne sais pas, quand on entend parler des gens qui font des détournements, je ne sais pas si c'est des détournements ou bien qui s'enrichissent illicitement au Togo et qui investissent ces sous dans des pays étrangers. Comment ça se fait? Par quel mécanisme arrive à sortir si facilement les fonds du Togo pour aller, par exemple, à payer des appartements, des immeubles au Canada, aux États-Unis? Mais les fonds ne viennent pas au Togo. Il faut qu'ils viennent d'abord. Les fonds ne viennent pas. Ils sont déjà repartis une fois qu'ils sortent des institutions internationales. Bon, je vais vous laisser, je vais laisser Ditrémy là où vous expliquer ça. Mais vas-y, grand frère Ferdinand, si tu veux, vas-y. Mais le pays dans lequel les gens envoient beaucoup plus d'argent aujourd'hui, c'est le Canada, parce que la législation canadienne est tellement favorable à ces genres de transferts. Vous savez, le Canada attire non seulement les compétences du monde, ils attirent aussi de l'argent. Aux États-Unis, c'est plus délicat. On va vous poser pas mal de questions, on va vous surveiller, on va demander. Je ne dis pas que c'est pas possible, c'est possible aux États-Unis, mais c'est un peu délicat. En Europe, c'est de plus en plus délicat par rapport à un certain nombre de dispositions sur le blanchiment d'argent et tout ça, le trafiquant qui suit tout ça. Mais le Canada, c'est plus facile. C'est pas Dubaï, Émirats Arabes Unis, Qatar, ils prennent de l'argent. Donc les gens, ils sortent de l'argent, soit ils ont des passeports diplomatiques, soit ils ont des facilités pour sortir de l'argent. Et à partir du moment où ils ont leurs enfants dans ces pays-là, ou bien ils vont installer leurs épouses là-bas, ils font sortir de l'argent. Et vous savez que pour certains blancs, une fois que l'argent rentre dans leur pays, c'est pas un souci, hein. C'est quand ça va sortir ça pose problème. Mais quand ça vient dans leur pays, il y a aucun souci. Donc, il y a plusieurs mécanismes pour l'achat des appartements. Bon, il y a des notaires spécialisés qui leur trouvent des failles dans le système, qui les couvrent pour sortir de l'argent pour venir acheter des appartements. C'est ça. Et je n'ai pas la panoplie de failles qui leur permet de faire ça, mais le peu que je sais, c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui, non. Ok. Justement, je voulais dire, bon, pour faire entrer l'argent, je pense que ça serait un peu plus facile. Moi, je parlais de la sortie de l'argent du Togo, que les gens ont un peu brossé, que, en fait, l'argent ne vient même pas au Togo. Mais je vais prendre l'exemple, par exemple, de ceux qui travaillent à OTR. Quand ils arrivent à s'enrichir au Togo, par quel mécanisme ils font pour faire sortir l'argent du pays? Parce que quand vous êtes dans des pays étrangers, pour pouvoir faire sortir des montants, significatif. Alors, Monsieur Kassongo, si vous avez un enfant qui est étudiant au Canada et que vous vivez au Togo et que vous êtes leur premier responsable, parce que c'est ce que on a découvert. Certains passent par les études de leurs enfants. Ils vont jusqu'à passer par les études de leurs enfants pour sortir de l'argent du pays. Pour la petite histoire, légende, il y a un enfant d'un baron
que je ne vais pas nommer ici, qui a des hautes responsabilités au Togo, qui a été interpellé au Canada, parce qu'il y avait de l'argent qui s'est retrouvé sur son compte alors qu'il ne travaille pas. Beaucoup d'argent d'ailleurs. Effectivement. Beaucoup d'argent d'ailleurs. Et son père est à la tête d'une grande institution de la République. Et après avoir travaillé dans les circuits des douanes et tout ça. Donc, les gens, aujourd'hui, vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus au Canada qu'ils achètent des appartements, des trucs qui mettent leurs enfants. Et ça leur permet, d'abord, ils se couvrent aussi parce qu'ils savent que demain, il y aura des poursuites. Donc, ils vont prendre la nationalité, ils achètent des appartements, ils achètent des immeubles pour s'installer dans ces pays-là. Vous voyez? Donc, ils ont le mécanisme, ils ont plusieurs mécanismes pour sortir de l'argent. Parfois, c'est pas eux seuls qui sortent l'argent, ils le font en complicité avec certains opérateurs économiques aussi. Ah, ça va, ça va. Exactement. Par exemple, si il y a un Libanais à Lomé à qui on devait faire un redressement fiscal de 10 milliards et que l'inspecteur des impôts, ou je sais pas qui, le responsable des impôts ou de l'OTR qui discute avec lui, essaie de voir son redressement, beaucoup plus bas, au lieu de payer 10 milliards, il dit bon, donne 2 milliards à l'OTR, et puis donne-moi moi-même 1 milliard. Il demande à l'opérateur économique de virer ce milliard-là vers un paradis fiscal ou bien dans un pays, sur un compte qu'ils auront créé ensemble. C'est comme ça que ça se passe. Et donc l'État perd 7 milliards. C'est ça. Et c'est la pratique qu'ils sont dans le pays. Ok, je comprends qu'il y a beaucoup de mécanismes avec lesquels ils font ça, donc c'est un peu compliqué, mais bon. Ma deuxième question, Monsieur Ferdinand, vous savez quoi, nous qui sommes un peu les détenteurs, les détracteurs du régime en place, parfois on nous accuse de juste voir le côté négatif ou le côté mauvais que le bilan présente. Est-ce que avec un œil de jeune, est-ce que objectivement vous pouvez nous dire un peu plus si par exemple pendant 20 ans de gouvernement, que ce soit dans les 20+, ou bien que ce soit dans les multiples projets que le gouvernement a implémentés, il y en a juste un domaine ou bien qu'on peut prendre que objectivement ce régime en 20 ans a excellé ou bien au moins sur une moyenne de 10 sur 20 a fait quelque chose de significatif dans le pays, dans son bilan dans 20 ans? Nous pouvons faire le constat ensemble. Hein? On n'a pas besoin de l'œil du journaliste ou de l'avis du journaliste. On peut faire le constat ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier? Ils ont fait des routes. Ils ont fait des autoroutes. Non, ils ont fait de la réhabilitation. Ils ont construit des chemins de fer. Ils ont construit des universités. Ils ont construit des hôtels. Ils ont construit des lycées professionnels, des lycées scientifiques. On vient de fermer le lycée d'Agbalepédo 2 février depuis 1 an. On n'est même pas capable de le reconstruire. Ils ont créé de l'emploi pour les jeunes. Ils ont investi dans l'agriculture. Ça a donné quel résultat? Les détournements. Ils ont lutté contre l'impunité, les détournements, l'enrichissement illicite. On peut faire le bilan. Hein? On n'a pas besoin de l'œil du journaliste. Même en circulant à Lomé, là, en 20 ans de pouvoir, combien de rues ils ont goudronné? Combien de quartiers ils ont sorti de la misère? Ils ont aménagé. On peut le comparer au Bénin, hein, en 8 ans de pouvoir de Talon. Combien de marchés ils ont construit? Combien d'aménagements de stades, de terrains ils ont construit? On peut prendre les domaines hein, et faire le bilan. On n'a pas besoin de l'œil d'un journaliste. On n'en a pas besoin. Donc vous pouvez leur... Bientôt on va attaquer la saison des pluies. Hein? Et les gens vont encore pleurer. Les bagages des gens seront dehors. Ils ont fait quoi de particulier à part avoir créé les retenues d'eau qui sont devenues des dangers dans les quartiers? Ils ont fait quoi en termes d'assainissement de la capitale? Les villes secondaires, quand vous sortez de Lomé, y a-t-il encore une ville présentable au Togo? Ils ont fait quoi de particulier dans les villes de l'intérieur? Rien du tout. Donc c'est ça. Un bilan se fait par rapport non seulement à la longévité du pouvoir, mais également aussi par rapport aux ressources disponibles dans le pays et par rapport aux pays voisins. Ils ont fait quoi? Ils ont augmenté les bourses des étudiants. Ils donnent des bourses aux élèves. Ils ont augmenté, je sais pas.
Vous-même, cette histoire de promotion de la femme, là, ça m'énerve un peu, quoi. Est-ce que vous pensez que les femmes togolaises ont attendu que Faure vienne au pouvoir pour faire de la promotion de la femme avant de prendre leurs responsabilités? Il n'y a pas de promotion de la femme au Togo. C'est du n'importe quoi. Il n'y a pas de promotion de la femme au Togo. Ces femmes sont des... Les femmes qu'on voit là, en tout cas la plupart sont dans le harem national, c'est tout. Il n'y a pas de promotion de la femme au Togo. C'est une espèce de débauche féminine. Hein. C'est pas grand chose. On le sait tous. On le sait tous. Comme Ferdinand le dit que ce qui se passe à Lomé et on dirait Sodome et Gomorrhe. On le sait tous. Voilà. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à même présenter que le Togo est un joueur international qui a été ballon d'or africain. C'est ça le bilan des fois. Bon, on peut leur concéder ça. Ma troisième question serait, je sais pas, du côté de l'énergie, la CET du Togo. La CET annonce des coupures intempestives en février. Bon, pour ma part, moi, je pense que ça coïncide un peu trop avec les événements des élections et puis la fin du mandat officiel de Faure. Est-ce que les raisons qu'ils ont données sont vraiment fondées pour que le Togo soit dans le noir en février? Ils disent qu'il y aura des travaux d'entretien sur la ligne au Nigeria ou quelque chose comme ça. Bon, je sais pas. Ils ont parlé de gazoduc avec le projet WAPCO. Alors, le gazoduc apporte quoi essentiellement? Ça fait tourner quelle centrale au Togo? C'est la question qu'il faut se poser. Le Togo reçoit plutôt de l'électricité du Nigeria à travers les hautes tensions. Le gazoduc, de temps en temps, apporte du gaz pour tourner la centrale Kekeli en partie et aussi une partie de contour global. Mais s'il y a un problème d'entretien, ça ne peut pas plonger le pays dans le noir en réalité. Donc, il faut regarder le problème sur le côté de la dette d'abord qu'on avait le Nigeria. Parce que quand on parle du Nigeria, n'oubliez pas qu'on a une dette colossale à payer au Nigeria. On n'est pas les seuls. Il y a le Bénin aussi, il y a le Niger. C'est les trois pays que le Nigeria alimente. Après, ces gens-là, ils disent jamais la vérité. À chaque fois que la CET sort un communiqué pour dire que le réseau est en entretien, il faut savoir qu'ils n'ont pas payé une dette quelque part. Je ne sais pas quel entretien ils font sur toute l'année. Donc, malheureusement, ce qui va se passer, c'est les petits commerçants qui vont payer le prix. Parce que quand le pays va être plongé dans le noir ou le pays sera en difficulté énergétique, c'est les petits commerçants, les coiffeurs, les soudeurs, menuiseries alu, tous ceux qui utilisent l'électricité pour leurs petites affaires de service, tout ça, qui vont être plombés dans leurs activités. C'est ça la réalité. Même si c'est un mois de coupure d'électricité, si c'est 2 mois, c'est un manque à gagner pour ces artisans. Pour ceux qui sont dans l'économie informelle. Ça veut dire que depuis qu'on a connu la crise énergétique avec l'arrivée de Faure Gnassingbé et qu'on a investi des milliards dans le contour global et tout ce qui a suivi, on n'a jamais réglé le problème de l'électricité. Donc ça veut dire que c'était un échec total. Si nous sommes encore dépendants aujourd'hui de l'extérieur, avec tous les milliards qu'on a investis dans le secteur de l'énergie, je peux vous descendre tous les chiffres, il y a les chiffres. Tout ce qu'on a investi dans le milieu énergétique, normalement aujourd'hui, on ne devait plus se plaindre, on ne devait même plus dépendre des pays voisins. Mais si on en est encore là, c'est que l'argent a pris une autre direction plutôt que la direction qu'elle devait normalement prendre. Et ça, c'est une catastrophe. Un petit pays où on n'arrive même pas à réfléchir sur l'indépendance énergétique. En plus, le Togo est rempli de cours d'eau. Ouais. Oui, on a Nangbeto qui est là-bas. Au lieu de tripler, voire quadrupler sa capacité, rien n'est fait. On a le lac Togo qui est là-bas. Rien n'est fait là-dessus. Il y a des cours d'eau un peu partout. Non, mais en 20 ans, ils n'ont pas pensé avoir une indépendance énergétique. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai vu le projet là où le projet là, ils ont donné le marché aux Français là qui ont sous-traité aux Chinois ou au Bangladesh là, je sais plus trop, des panneaux solaires là, de la centrale panneaux solaires là. Mais c'est du n'importe quoi aussi. Ce pays là est sous l'équateur. On a une forte humidité au Togo.
Vous ne pouvez pas implanter un projet comme ça dans une région du Togo qui est juste sous l'équateur. C'est pas possible. Et puis au-delà de ça, les panneaux solaires qu'ils ont posés à Lomé dans certains quartiers, vous les voyez travailler encore? Ça fonctionne toujours? Les panneaux solaires qu'ils ont posés, les panneaux solaires qu'ils ont posés dans certains quartiers à Lomé, rue Gaïtou, Nikonakwe, Kodjovia, tout ça là, aucun de ces panneaux ne fonctionne. Non seulement les gens ont volé les batteries, mais ils étaient même incapables d'entretenir les plaques. Et pourtant, un seul poteau a coûté 2 500 000. Un seul poteau a été facturé à 2 500 000. Un seul poteau de ces panneaux. Donc, tout l'investissement qu'on a fait dans les panneaux solaires, on est allé dans certains villages, on a implanté 2, 3 panneaux solaires, 3 poteaux dans les villages, surtout. Dans les villages où il n'y a pas d'électricité, ils ont mis un dans la maison du chef, un dans le marché, un à côté de l'école. Tous ces panneaux sont aujourd'hui, ne fonctionnent plus aujourd'hui. Et donc, ces prêts en milliards qu'on a pris sont partis en fumée. C'est parti en fumée. Observez juste Lomé. Observez certains quartiers de Lomé où on a mis les panneaux solaires sur quelques rues qu'ils ont choisies. Nikonakwe, vers Mivip, les rues qui sont à Nikonakwe, Kodjovia Kopé, rue Gaïtou, ancienne rue Gaïtou à Bé. Ces panneaux ne fonctionnent plus. Aucun lampadaire ne fonctionne aujourd'hui. Aucun de ces lampadaires ne fonctionne. Mais ça engloutit des milliards. Et ils se sont attribués eux-mêmes les marchés ou bien ils les ont attribués à leurs proches. Ils ont facturé un poteau à 2 500 000. Et les gens ont volé les batteries. Puisque les batteries sont en bas du poteau. Les gens ont enlevé les batteries. C'est grave. Hein. Et puis des experts hein, en énergie savent très bien qu'au Togo, les panneaux solaires, surtout hein, à usage public, c'est risqué à cause de notre position géographique. C'est trop humide en fait le Togo. Mais au-delà, la légende, on a une forte dose de poussière en Afrique. Les plaques sont rapidement couvertes de poussière. Il faut les nettoyer tous les jours. Les plaques sont rapidement couvertes de poussière. Regardez, les lampadaires que nous achetons à Lomé, pour les lampadaires autonomes que nous achetons à Lomé, là, quand vous le mettez sur votre propre maison, 2 jours après, vous voyez qu'il y a de la poussière sur les lampadaires, il faut les nettoyer. Et c'est pareil pour les poteaux. Exactement. Donc, il faut un entretien permanent. Sinon, les plaques seront submergées par la poussière et donc ne vont pas absorber le soleil pour pouvoir le restituer en électricité le soir. Donc, tous ces panneaux sont poussiéreux aujourd'hui. On attend juste la saison des pluies pour les dépoussiérer. Encore qu'il n'y a même plus de batteries pour les permettre de fonctionner. Donc, les poteaux qui sont là sont des poteaux vides. Les gens ont faim. Vous mettez des infrastructures comme ça, ils vont voler les batteries, ça fait un. Et je me souviens, il y a eu un moment où les gens avaient tellement faim que les chemins de fer, là, disparaissaient. Les gens allaient scier les chemins de fer. C'est grave. Les câbles électriques aussi. Effectivement, et je peux en témoigner. Et je voudrais demander aux gens dans le commentaire si vous connaissez l'endroit à Nikonakwe qu'on appelle Viviti Komi. Si vous connaissez, dites oui. Viviti comme les Konakwe. Il y a pas une agence nationale qui s'occupe de faire des études sur les fonds qui ont été investis dans les projets de développement et tout ça là, et leurs impacts sur la population peut-être après 5 ans, 10 ans que les projets soient terminés. Tout ça là. Donc, à moi, je suis Viviti comme oui, tu disais qu'il y avait un rapport ou une agence? Je sais pas. Il n'y a pas d'agence nationale pour faire le suivi de ces projets-là, peut-être à 10 ans, 30 ans, 10 ans, 20 ans après l'implantation de ces projets-là pour voir, en fait, l'impact que ces projets-là ont sur la population de base. Comme M. Ferdinand vient de le dire, c'est comme si on fait le projet et puis tout le monde oublie, quoi. 2 ans, 3 ans après, les batteries sont volées, les panneaux sont recouverts de poussière et puis c'est fini comme ça, quoi. Donc, il n'y a pas d'agence nationale qui truc là.
Exactement. C'est tout le problème qu'on évoque. Hein. Il n'y a pas de suivi, évaluation des projets, surtout des gros projets d'envergure comme ça, il n'y en a pas. Mais la dernière fois, quelqu'un nous a rappelé, quand on faisait les dénonciations sur la CET, quelqu'un nous a rappelé qu'il y avait même une agence de la CET virtuelle au Togo, où on envoyait les clients aller se plaindre à cette agence qui n'existe pas. Vous allez à l'adresse, ils ont mis des quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit? Ils ont mis des tôles, et l'agence est supposée être en construction. Mais c'est pas possible, quoi.